Donc je vous rappelle, avant que tu répondes, 45 ans, hospitalisé en psychiatrie pour un syndrome dépressif, pas d'antécédents, sa sœur est diabétique de type 1. Donc on vous donne la totale, pas le bradycarde, elle mange peu, elle n'a pas perdu de poids malgré le fait qu'elle mange peu, elle a des taches dépigmentées sur les mains et une TSH élevée. Question 1, quelle est votre hypothèse diagnostique principale? Alors j'ai mis que c'était une hypothyroïdie probablement de Hashimoto révélée par un syndrome dépressif sévère. Ça marche. Hypothyroïdie, c'est fort probable avec une TSH élevée, donc son hypophyse répond au fait que sa thyroïde ne marche pas bien. Et là, je pense qu'avec tous les éléments que je vous ai donnés, on pouvait se lancer sur un diagnostic étiologique, dans la mesure où elle avait un goitre et tous ses antécédents personnels d'auto-immunité avec le vitiligo et des antécédents familiaux d'auto-immunité avec le diabète de type 1. Donc, thyroïdite d'Hashimoto. Qu'est-ce qu'on lui prescrit comme examen complémentaire? Alors, j'avais mis NFS pour rechercher une anémie. J'avais fait une glycémie à jeun pour rechercher un diabète. Un bilan lipidique pour avec cholestérol et triglycérides pour rechercher une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie. Les anticorps anti-TPO et anticorps anti-thyroglobuline. Bêta-HCG pour rechercher une grossesse et une échothyroïdienne parce qu'elle a un goitre. Pourquoi tu pensais à une grossesse? Non, en systématique, parce que femme. D'accord. Non, mais pourquoi pas. Alors, plus important que ça, pour moi, il y a un examen qu'elle a oublié, même si elle est jeune, pour l'ECG. Je vais vous expliquer pourquoi, même si en pratique, je pense que quand même une TSH à 28, c'est une franche hypothyroïdie. Donc, n'oubliez jamais de classer votre réponse. Donc, la première chose à faire, c'est de confirmer l'hypothyroïdie. Donc, elle a une TSH élevée, mais c'est pas mal de faire une T4. De vérifier l'importance de son hypothyroïdie, donc de savoir si sa T4 est basse. Donc, je suis d'accord qu'en première intention, on fait que la TSH, le plus souvent. Une fois que la TSH est très élevée, on vérifie la T4. À quoi, remarque, avec une TSH à 28, je disais, mais si la T4 était élevée aussi, est-ce que tu pourrais penser à autre chose? Tu dis quoi? Ouais. Une TSH à 28 avec toute la symptomatologie que je vous ai donnée, c'est sûr qu'il n'y a pas photo que c'est une hypothyroïdie. Mais juste une TSH élevée, il faut quand même vérifier que c'est une hypothyroïdie avec une T4. Si la T4 était élevée, on peut se dire qu'il y a un adénome de l'hypophyse qui sécrète de la TSH et qui lui fait augmenter sa TSH et augmenter sa T4. Bon, c'est hors contexte. Okay, c'est juste dans le raisonnement de se dire qu'une TSH élevée, ça ne suffit pas. D'accord? Donc, 1, confirmer l'hypothyroïdie avec le dosage de T4. 2, effectivement, diagnostic étiologique. Donc, ça, c'est les anticorps. Et à choisir, les plus importants, c'est la thyroperoxydase, les anticorps anti-TPO. Donc, c'est ceux-là qui comptent le plus. Thyroglobuline, ils seront sûrement élevés aussi, mais beaucoup moins spécifiques. Ensuite, pour le diagnostic étiologique, effectivement, une échographie thyroïdienne, elle a un goitre, et c'est surtout à la recherche de nodules. Les Hashimoto, souvent associés à des nodules. Donc, on vérifie de savoir si elle n'a pas des nodules supracentrimétriques, des nodules à explorer. OK. Dernière chose, donc après avoir fait le diagnostic positif, le diagnostic étiologique, le bilan des complications. Et un bilan pré-thérapeutique. Et le bilan des complications, c'est malgré tout un ECG. ECG, alors c'est quoi? C'est des signes de péricardite, des choses comme ça. 45 ans, on en parlera après. Probablement, on va pouvoir la traiter avec une dose d'emblée importante. Mais faire un électro de base, ça me paraît indispensable. Ensuite, pathologie associée, t'en as parlé. Faire un bilan lipidique, effectivement. Alors, j'ai rajouté un ionogramme sanguin, puisqu'on parle à la fin de testostinaxène. Donc, faire un ionogramme sanguin à la recherche de petits signes d'insuffisance surrénalienne. Et l'anum, comme tu as dit. OK. Question 3. Prise en charge thérapeutique de cette pathologie thyroïdienne.
Il faut vérifier l'absence de cardiopathie sous-jacente avec un ECG et une écho-cœur. D'accord, donc toi tu le mettais là. Ouais. Ok. Ensuite, on va la traiter avec des hormones thyroïdiennes de synthèse. On va commencer avec une dose assez basse et augmenter progressivement en faisant une TSH et un ECG à chaque fois qu'on change de dose. Une fois qu'on a une TSH normale, on garde cette dose et on fait une surveillance de la TSH avec un ECG tous les 3 mois. Et on éduque la patiente sur son traitement. On lui donne une liste de médicaments contre-indiqués et on fait une surveillance à long terme. D'accord. Donc moi, je pense que tu as plus traité la personne âgée avec des problèmes cardiaques ou des choses comme ça. Chez une jeune femme de 45 ans, elle va me dire c'est quoi la limite d'âge, quoi. Mais 45 ans sans aucun facteur de risque, on va lui donner d'emblée une dose importante d'hormonothérapie substitutive, donc de lévothyrox. Il n'y aura pas cette histoire de palier important. Donc on va lui donner d'emblée la dose qui va être par exemple 75 ou 100 microgrammes de lévothyrox. Et après chaque changement de dose, on va doser la TSH. Et effectivement, l'objectif, si on se met un objectif, c'est d'avoir une TSH normale. Et la TSH doit être dosée 4 à 6 semaines après chaque changement de dose. Donc si la première fois vous avez eu tout bon et la TSH 6 semaines après est bien, vous la redosez 6 mois après, puis une fois tous les ans, il n'y a pas plus besoin de ça. Si par contre 6 semaines après la TSH n'est pas bien, vous modifiez la dose et vous refaites une TSH 6 semaines après. Toujours 4 à 6 semaines après le changement de dose. Toujours éduquer la patiente, effectivement. Les thyroïdites d'Hashimoto, a priori, le plus souvent, la fonction thyroïdienne ne revient pas. Donc il faut qu'elle s'attende à prendre son comprimé de lévothyrox toute la vie. Donc éduquer la patiente, traitement à vie encore. Expliquer les signes de sur-sous-dosage. Bon. Et la surveillance, c'est ce que je vous ai dit. 6 semaines après chaque changement de dose, 1 à 2 fois par an, toute la vie. L'objectif étant effectivement de normaliser la TSH. Alors que chez les personnes âgées cardiaques, le plus souvent, l'objectif n'est pas de normaliser la TSH. On essaie de normaliser la T4 ou de faire en sorte que symptomatiquement, ils n'aient pas de soucis, mais on n'a pas besoin d'avoir une TSH strictement normale si votre patient est coronarien et que la TSH normale lui fait battre le cœur plus vite et un risque coronarien plus important. Alors, question 4, c'est le syndrome dépressif. Qu'est-ce que tu en pensais ? On arrête le traitement pour le syndrome dépressif, surveillance rapprochée pour prévention du risque suicidaire et puis réévaluation à court terme, quoi. Mais je me souviens pas quand je te parlais du traitement, c'est ça ? Non. Bon, en tous les cas, l'idée était qu'on la réévalue après l'obtention de l'euthyroïdie. Effectivement, le syndrome dépressif est probablement associé à sa fonction thyroïdienne mal en point. Donc, on essaie un traitement symptomatique et j'ai mis effectivement la surveillance du risque suicidaire dans mes souvenirs d'internat. Ok. Alors après, on va voir si ça vous a inspiré. On continue. Une hémoglobine à 8 grammes 3, macrocytaire, donc VGM à 115, plaquettes 125 000, globules blancs 3200. Alors, analysez les résultats. Quel élément vous manquait ? C'est une anémie macrocytaire avec une thrombopénie et une leucopénie. Ouais. Moi, l'élément manquant, j'ai mis les réticulocytes. Je suis d'accord. Vous aviez pensé à autre chose pour interpréter ça. Donc, c'est une pancytopénie, en fait. Je ne sais pas si tu m'as parlé de... Donc, pancytopénie avec une anémie macrocytaire, thrombopénie, leucopénie, effectivement. Et donc, ce qui était important, en tous les cas à mes yeux, c'était de doser les réticulocytes, savoir si on était devant une anémie macrocytaire régénérative ou arégénérative. Donc, finalement, on vous dit que ce taux de réticulocytes est bas. Vas-y. C'est juste pour la question d'avant. On met un traitement antidépresseur en attendant Non, c'est difficile de... Elle demande si on lui met un traitement antidépresseur en attendant.
c'est, on va dire, un traitement symptomatique, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Je te dirais si elle est très anxieuse, des anxiolytiques sûrement. Si elle n'arrive pas à dormir, pourquoi pas. Et à surveiller. En gros, le traitement, le temps que va mettre le traitement antidépresseur, ça va être 3 semaines aussi, c'est assez long. Donc finalement, c'est le temps que le lévothyrox va mettre à se mettre en place. Donc je ne pense pas que ça soit utile. Alors, on revient sur l'hémato. Des taux de réticulocytes bas, donc une pancytopénie avec une anémie macrophytaire arégénérative. Donc j'ai pensé à une anémie de Birmer. D'accord. Par une carence en B12. Ouais. Ou une anémie par carence en folate. Et voilà, j'ai pas été très inspirée. Non, mais c'était ce qui va être plus important. Dans les hypothèses diagnostiques, dans le contexte, j'ai mis malgré tout, même si pancytopénie c'est plus rare, une anémie macrocytaire, l'hypothyroïdie elle-même, si elle est profonde, peut être impliquée. Mais à 8,3 g, c'est quand même... Enfin, là, elle est très importante, l'anémie, pour que ce soit l'hypothyroïdie. Donc effectivement, d'abord l'hypothyroïdie elle-même, puis ce que tu as dit, donc carence en B12, carence en folate. On parlera des étiologies après. Et alors... Là, c'est plus du tout dans le contexte, mais la dernière cause, c'est les syndromes myélodysplasiques. Mais effectivement, chez une femme de 45 ans, c'est peu probable. Et donc l'idée, c'était, effectivement, dans le cas d'une auto-immunité, donc carence en B12, tu as parlé de maladie de Birmer, et carence en folate, parce qu'il y a une maladie auto-immune qui donne des carences en folate. Genre une maladie cœliaque, par exemple, qui serait responsable d'une carence en folate. Donc l'idée étant pour la question 7, quels sont les examens complémentaires en rapport avec, enfin les étiologies en rapport avec l'auto-immunité. Alors je ne sais pas où est le micro. Vas-y. Alors, les examens en rapport avec l'auto-immunité, donc on va faire d'abord le bilan de la maladie de Birmer, si on suspecte ça. Donc on va faire une FOGD, les anticorps antifacteurs intrinsèques. Et ensuite, enfin je sais pas trop le reste, après on va faire tout le bilan des autres maladies auto-immunes. Donc on recherche une maladie cœliaque, on va doser les anticorps anti-GAD, les anti-ILO. Non, ça c'est pour le pour le diabète, tu veux dire? Oh, a priori, on va pas lui faire en préventif des anti-GAD et des anti-ILO. Non, mais c'est toujours difficile de diagnostiquer un diabète en avance parce qu'on n'a pas beaucoup de traitements pour le moment qui prévient. Donc si on lui dit, vous savez, vous avez une auto-immunité, vous êtes à risque de diabète de type 1, tu ne seras pas très avancé. Bah, en disant qu'on recherche une polyendocrinopathie, peut-être. Enfin, je sais pas. Non, c'est. Enfin, je sais pas si c'est. Écoute, je crois pas, mais. D'accord. Ensuite, il y a les anticorps antisurrénales, mais je me souviens pas comment ils s'appellent. Parce que moi, j'étais restée dans l'idée de l'anémie, en fait, et de la pancytopénie, pas dans un bilan complet de l'auto-immunité. Les antisurrénales, en général, c'est les anti-21 hydroxylases qu'on fait dans les cas d'insuffisance surrénalienne. Mais non, je réfléchis à comment j'avais tourné ma question, mais mon idée, c'était vraiment, devant les hypothèses de l'anémie macrocytaire arégénérative, on peut avoir 2 hypothèses. Donc la première était l'anémie de Birmer, effectivement. Donc c'est ce que tu as dit. C'est pas moi qui vais vous faire le bilan d'une maladie de Birmer, mais donc un dosage de B12 vérifier la carence. Alors les anticorps antifacteurs intrinsèques et les anticorps anticellules pariétales. La fibro, comme tu as dit, avec des biopsies à la recherche d'une atrophie gastrique. Et le myélogramme, a priori, devant une pancytopénie avec une anémie arégénérative. Et ma deuxième hypothèse, c'était la maladie cœliaque, donc doser les folates, doser les anticorps. Alors, ce qui se fait maintenant, c'est les anticorps antitransglutaminase pour la maladie cœliaque. Et surtout, le diagnostic se fera avec une atrophie villositaire, donc faire un examen avec une biopsie, donc fibrocoloscopie. Bon, c'est duodénum, fibroscopie, ça devrait aller.
même si les anticorps sont négatifs, là, comme ça. Non, d'abord tu doses les folates. S'il n'y a pas de carence en folates, il n'y a aucune raison de chercher une cause de malabsorption. Non, la réponse est un peu tirée par les cheveux. Tu as une anémie macrophytaire, elle est arégénérative. Doser B12 folate, en fonction des B12 folates, on va voir. Si elle a une carence en B12 ou une carence en folate, on essaie de réfléchir pourquoi elle est carencée. Hein. Dans le contexte de l'auto-immunité, c'était la maladie cœliaque, mais elle a peut-être une autre cause de malabsorption, une autre cause de dénutrition, je ne sais pas. Dis-moi. Et les carences en B12 et en folate, ça donne des pancytopénies? Pas juste des anémies? Demande si les carences en B12 et en folate, ça donne une pancytopénie. Alors, j'ai l'impression que c'est toujours les questions de moins d'endocrino. C'est effectivement peut-être plus une anémie macrocytaire arégénérative, ça c'est sûr. La pancytopénie, j'en sais rien. Non, c'est possible. Je sais pas bien. J'avais dû, quand j'ai pensé le dossier, je pense que j'avais fait attention, mais je ne peux pas vous confirmer que ça donne une pancytopénie. Elles ont l'air de dire oui, mais moi je ne sais pas. Je ne veux pas vous dire de bêtises. On revient sur l'endocrino, puis après le dossier suivant, c'est de l'endocrinologie pure. Question 8. Alors, en ce qui concerne le test au synactène, on peut le réaliser dans l'hypothèse d'une insuffisance surrénale associée, auto-immune, donc qui réaliserait un syndrome de Schmitt. Mais je ne sais pas, avant de réaliser le test au synactène, il faut peut-être faire des dosages statiques de cortisol et d'ACTH. C'est une bonne idée. Et sinon, il consiste en l'injection d'ACTH de synthèse et du dosage de cortisol, voir si... Et alors, c'est ça, 60 minutes après. Ce qui est toujours compliqué dans les dosages statiques, c'est qu'il faut attendre d'avoir le résultat du dosage pour savoir ce qui se passe. C'est vrai que juste un cortisol à 8 heures normal, on ne sera pas totalement orienté. C'est possible d'avoir une insuffisance surrénalienne, par exemple, partielle, et de ne pas bien réagir à la stimulation par la CTH, et pourtant d'avoir juste un cortisol de base normal. Mais en général, dans ces cas-là, la CTH, donc la réponse de l'hypophyse, est déjà un petit peu élevée. Donc c'est vrai qu'on va dire que la logique, c'est de commencer par le cortisol, la CTH, et après, si tout est normal, de faire un test au synactène. En disant qu'on ne veut pas passer à côté de quelque chose de partiel. Avant ça, le plus souvent, devant une hypothyroïdie, un Hashimoto, une hypothyroïdie auto-immune, on ne fait pas des tests au synactène à toutes les femmes qui ont une maladie d'Hashimoto. En général, on fait un ionogramme sanguin et on cherche, alors c'est pas très fin comme diagnostic, mais on va rechercher des anomalies au iono, donc une hyponatrémie, une hyperkaliémie, qui serait évocatrice d'une insuffisance surrénale lente. Ou effectivement, comme tu as dit, un cortisol de base, un ACTH de base. Et on peut se passer du test au synactène si le cortisol et l'ACTH sont clairement en faveur d'une insuffisance surrénale? Elle me demande si on peut se passer d'un test au synactène si le cortisol de base et l'ACTH sont en faveur. Oui, tout à fait. Si ton cortisol... Alors, on va revenir sur tous ces tests, de toute façon, au dossier suivant. Mais c'est vrai que si le cortisol à 8 heures est bas et que tu as déjà un ACTH très élevé, tu n'as aucun intérêt, finalement, à faire le test au synactène. Ça ne t'apportera rien de plus. Mais dans la vraie vie, en général, on n'attend pas d'avoir le résultat du cortisol de 8 heures qui va mettre un peu de temps. Et on fait le test au synactène d'emblée pour ne pas faire revenir les patients. Genre, en fait, votre cortisol 8 heures, il était normal. Revenez pour qu'on vous fasse le test au synactène. Mais intellectuellement, c'est vrai que juste un cortisol de base, 8 heures, ACTH de base, ça suffit. Et la place des anticorps antisurrénales, là, dans le dépistage, ils n'ont aucun intérêt? Je les ai jamais vus faire en pratique. C'est un peu pareil. On va parler aussi des tests de dépistage, mais tu te souviens qu'un test de dépistage, normalement, il a d'intérêt si tu peux faire quelque chose derrière. Si tu fais juste un dépistage en disant, vous savez, vous êtes plus à risque d'eux, mais tu peux rien faire pour elles, je ne suis pas sûre que tu les fasses. On va faire évidemment des anticorps si on a des signes d'insuffisance surrénalienne pour confirmer le diagnostic étiologique. Mais sans aucun signe, le Hashimoto, c'est très fréquent.
Donc s'il y a des signes, bien sûr, s'il y a des signes d'insuffisance surrénale, on fait les anticorps anti-21 hydroxylase, même s'ils ne sont pas parfaits, mais pour confirmer le diagnostic d'Addison lié à l'auto-immunité ou d'insuffisance surrénalienne secondaire à une rétraction auto-immune des surrénales. Mais on ne va pas le faire d'emblée devant une maladie d'Hashimoto. Donc sur l'hypothyroïdie, juste, effectivement, c'est difficile d'avoir un dossier complet sur l'hypothyroïdie. Il faut savoir que, en tous les cas, chez la femme, autour de 40-50 ans, il y a deux grandes causes qui sont le Hashimoto et ce qu'on appelle la thyréose involutive de la femme plutôt ménopausée, plutôt de 50-60 ans. Donc dans le Hashimoto, il y a un goitre et c'est l'auto-immunité. Dans la thyréose involutive, il n'y a pas de goitre. Et il peut y avoir des anticorps, mais plutôt antithyroglobulines, qui sont, je vous ai dit, beaucoup moins spécifiques. Donc deux causes d'hypothyroïdie importantes. Avec l'hypothyroïdie, il faut qu'on vous y associe quelque chose. Donc effectivement, est-ce qu'il y a une pancytopénie, c'est à vérifier. Est-ce que ça sera dans le truc global de l'auto-immunité? Est-ce que ça peut être associé à un bilan d'une hypercholestérolémie, par exemple? Mais c'est vrai qu'on a envie d'y associer quelque chose et pas vous faire un dossier juste d'hypothyroïdie. Juste, on ne va pas y revenir, hein, mais il n'y avait aucune raison de faire une scintigraphie thyroïdienne à la patiente. Hein. Vous vous souvenez que la seule indication des scintigraphies thyroïdiennes, c'est quand la TSH est freinée, quand il y a une hyperthyroïdie. Maintenant, on ne fait des scintigraphies que quand il y a une hyperthyroïdie. Je réfléchis, je ne crois pas que sur l'hypothyroïdie, il y ait grand-chose à rajouter.